Salut! Ceux qui suivent mes vidéos savent que j'ai eu un petit problème sur les culasses dans la Ghibli. Donc j'ai dû déculasser, c'est ce moteur-là, parce que il faut que je rebouche les trous que j'ai fait moi-même, pas là où il fallait. Mais il se trouve qu'en ce moment je suis bloqué parce que j'attends. J'ai fait faire des poussoirs pour les 24 soupapes et on va dire qu'ils sont pas finis. Donc j'ai au moins une semaine encore à attendre. J'ai déjà réparé les culasses. Et en fait, ça fait très longtemps que je voulais faire des vidéos où je raconterais ce que je sais au sujet de ces moteurs, parce que je trouve qu'ils ce sont de très très bons moteurs, hein, super bien conçus, de très bonne qualité, et très simples en même temps. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion, puisque j'avais rien à faire, en même temps j'avais un bloc démonté, bon j'ai d'autres pièces, j'ai plein de pièces. Et du coup, je vais faire, j'espère pas trop de vidéos où je décris vraiment en détail ce que je sais au sujet de ces moteurs, des particularités, etc., des faiblesses. Je préviens que ça va être très technique parce que je suis un mec chiant. J'aime bien aller au fond des choses. Et n'étant pas un motoriste ni diplômé ni autoproclamé sur YouTube, bah, je vais probablement donner beaucoup plus de détails que ce que vous allez trouver dans les vidéos où c'est marqué motoriste vous décrit je ne sais quoi, où en général il n'ira pas plus loin que la cylindrée du moteur ou le nombre de cylindres. Ça va être très détaillé. Peut-être que ça intéressera certains. Moi, je pense que ces moteurs méritent ce genre de vidéo, que quelqu'un enfin décrive, parce qu'il y a beaucoup de bullshit, de mythes à leur sujet. Et puis, en même temps, ils sont très peu connus, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Mais je pense que c'est très intéressant de voir à quel point ils étaient en avance sur leur temps, des technos qu'ils avaient utilisés, aussi des évolutions qu'ils ont subies. Finalement, les gros moyens que Maserati avait mis dans non seulement les voitures, mais ses moteurs, et que c'était de très très bons motoristes en fait, hein, qui en plus étaient habitués à la compétition, donc ils utilisaient aussi certaines techniques qu'on trouve surtout chez des marques comme Porsche, où par exemple beaucoup de pièces sont interchangeables, etc. Des marques qui font de la compétition en fait. Voilà, donc je vais essayer de ne pas en faire trop de ces vidéos, mais je suis pas sûr que je vais m'en sortir rapidement. Malheureusement, j'ai pas de moteur assemblé à vous montrer, mais je vais quand même dire de quoi il s'agit. Donc on parle des V6 90 degrés, ça veut dire 90 degrés entre les bancs, essence, qui n'ont existé qu'en version turbo, avec un turbo par banc de cylindre, des rapports volumétriques entre 7.3 et 7.8, et qui étaient des moteurs hot firing ou uneven firing, c'est-à-dire avec des explosions pas tous les 120 degrés, mais 90, 150, 90, 150, 90, 150, ce qu'on appelle des moteurs qui tournent pas rond. Alors ces moteurs ont existé en 3 cylindrées, 2 litres, 2 litres 5, 2 litres 8. Il y a d'abord eu les versions 2 litres, pour les histoires d'imposition en Italie, comme d'habitude. Le 2 litres, donc il est sorti d'abord en version carbu, ensuite il a été converti en injection. Donc les deux premières versions avec des culasses 18 soupapes, deux soupapes admission, une soupape échappement. Ensuite, il y a eu des versions 24 soupapes. C'était les mêmes blocs, mais avec donc des culasses différentes. Et ensuite, il y a eu des versions spéciales un peu retravaillées du 2 litres, 24 soupapes, qui ont commencé à partir de la Racing, donc Racing, Ghibli et QP4, où il n'y avait plus les mêmes bielles ni les pistons. Ces derniers modèles, donc Ghibli, Racing, QP4, ont aussi subi quelques modifications légères, améliorations. Les 2 litres 5 n'ont été qu'en version 18 soupapes, d'abord en carbu, ensuite en injection.
Et les 2 litres 8 ont paru tout de suite en injection, d'abord en 18 soupapes et ensuite en 24 soupapes. Les deux versions utilisant le même bas moteur, mais les 24 soupapes avaient des pistons forgés. Et les culasses du 2 litres 8 24 soupapes, c'était les mêmes que celles des 2 litres 24 soupapes. Toutes ces versions avaient beaucoup de pièces en commun. On peut dire en gros que le bloc, le bas moteur était partout le même s'il y a eu deux versions, les 2 litres Ghibli et les autres, enfin Racing Ghibli QP4. Mais globalement, on pouvait prendre n'importe quel vilebrequin d'une version et mettre dans un autre bloc. Tout le reste se montait, pompe à huile, etc. On pouvait convertir un bloc 24 soupapes en 18 soupapes. Toutes les culasses 24 étaient compatibles, toutes les culasses 18 étaient compatibles, les arbres à cam c'est pareil. Donc c'était vraiment une espèce de Lego où on pouvait faire sa soupe. Moi par exemple j'ai fait un 2 litres 5 24 soupapes, c'est un moteur qui n'a jamais existé, mais globalement c'était pas difficile. Il a fallu juste faire des pistons sur mesure, puisque évidemment une cylindrée différente implique des pistons différents. Alors la première chose qu'on remarque, c'est à quel point ce bloc moteur est compact. D'abord parce que grâce à l'angle 90 degrés entre les bancs, ce qui permet de descendre en fait les culasses par rapport à un V60 par exemple, qui serait plus haut, qui aurait les culasses plus hautes, mais aussi grâce au fait que le carter d'huile ne descend pas très bas. Souvent, par exemple sur les moteurs en ligne, le bloc sera assez étroit et donc il y aura un carter d'huile qui va descendre assez bas parce que pour pouvoir y caser 5 ou 6 litres d'huile qu'on veut y mettre. Ici, le bloc est déjà assez large, mais en plus le carter d'huile est plus large que le bloc. Ensuite, on remarque à quel point ce bloc est court. Et ça, c'est grâce au fait que le décalage entre les deux bancs est très faible. C'est-à-dire que dans un moteur en V, dans chaque paire de cylindres, les deux cylindres ne sont jamais alignés. Simplement parce que les bielles de chaque banc arrivent vers le vilebrequin au milieu et évidemment, elles ne peuvent pas prendre la même place, donc elles sont décalées toujours. Donc, grâce au choix technique fait au niveau du vilebrequin, le vilebrequin, donc on a des bielles qui sont très peu décalées et en plus le vilebrequin est très court. Ça permet de faire un bloc très compact, très rigide et léger. Et aussi le vilebrequin, plus le vilebrequin est court et moins il se tord sous les efforts. C'est un bloc à 2 demi-carters. C'est-à-dire que le vilebrequin est coincé entre les deux moitiés du bas moteur. Si on ouvre les deux moitiés, le vilebrequin tombe. Il n'y a pas de paliers qui se vissent dans la partie haute du bloc. On utilise un système comme ça à 2 demi-carters quand on veut obtenir un bloc extrêmement rigide. Parce qu'il faut quand même comprendre que le bloc sous les efforts se tord. Et si on veut sortir beaucoup de puissance, il faut faire un bloc le plus rigide possible. Par exemple, c'est typiquement le problème des moteurs en ligne qui ont des blocs assez fins. Et si vous regardez des blocs qui sont vraiment taillés pour de la grosse puissance, vous allez voir des grosses arêtes. Et en fait, en général, le bloc, il va s'élargir en bas au niveau du vilebrequin pour être plus épais, quoi, parce que c'est là que ça se tord. Le vilebrequin d'ailleurs aussi, ça se tord. Enfin, il se tord sous les efforts. L'inconvénient de ce système, c'est que pour accéder au vilebrequin, pour dévisser quoi que ce soit sur le vilebrequin, on est obligé de démonter le moteur complètement. Donc par exemple, on ne peut pas le démonter sur place, on est obligé de sortir le moteur pour accéder à quoi que ce soit au niveau du vilebrequin. Pour illustrer mon baratin, j'ai ressorti le moteur de la Ghibli. C'est ce moteur qui est mort, qui avait tourné sans huile. Alors déjà, pour illustrer cette histoire de décalage des bancs, donc là, on voit bien comment ils sont décalés. Et maintenant, avec le vilebrequin en place, donc on voit que dans la paire des bielles, cette bielle-là va sur ce cylindre et l'autre, elle va au centre de l'autre cylindre.
donc le décalage entre les bancs et de l'épaisseur d'une bielle. Comme c'est un V6 de 90 degrés entre les culasses et qu'il n'y a que 3 mentons, ça veut dire que ce moteur ne tourne pas rond, c'est un hot firing, c'est-à-dire que la distance entre les combustions, c'est 90, 150, 90, 150, 90, 150, et pas 120, 120, 120. Alors si on voulait faire un V6 qui tourne rond, c'est-à-dire combustion tous les 120 degrés, il aurait fallu décaler ces deux, donc les mentons de chaque bielle de 30 degrés entre eux. Alors, il y a deux façons de le faire. La première, c'est juste les décaler, euh, comme le fait Audi depuis toujours. Le problème, c'est que ça affaiblit la structure. Donc, la métallurgie évolue, et avec le temps, donc Audi l'a fait 10 ans plus tard que Maserati ici. Mais il y avait déjà eu des V6 90 even firing avant, mais du point de vue de robustesse, c'est moins bien quand même. Et l'autre façon de le faire, c'est d'insérer en fait encore un plan entre les deux bielles pour rigidifier la structure, mais ça rallonge le vilebrequin et donc le bloc. Donc le choix de Maserati d'un V6 en 90 degrés haute faille, il me semble assez évident. Ça permettait de faire un bloc court, en n'ayant que 3 mentons, euh, avoir un vilebrequin extrêmement simple et très très solide, qui se tord peu sous les efforts. Et ils ont aussi donc fait le choix de faire des paliers de très gros diamètre, 69 mm, et par contre pas très large, ce qui permettait de raccourcir davantage le vilebrequin. Par contre, c'est pas forcément une bonne chose pour la lubrification. Et alors, tout ça me fait penser aux discussions comme quoi Maserati aurait fait un V6, donc biturbo, un V6 90 degrés hot firing, parce que pour économiser, parce qu'ils ont pu récupérer des technos des V8 qu'ils faisaient avant. Moi, ça me semble bidon parce que les V8 d'avant étaient extrêmement différents de ces V6, vraiment rien à voir. En plus, il y a eu des V6 après les V8 d'avant, c'était celui des Merak et SM, qui étaient aussi très différentes, déjà, en distribution à chaîne, etc. Pour moi, c'était le pire moteur que Maserati ait jamais conçu, celui des Merak. Donc là, ça tient pas la route pour moi. Au niveau des vilebrequins, on dit souvent, ah oui, un vélo comme ça, c'est juste un vélo de V8 avec deux bielles de moins. Déjà, au niveau de la fabrication, un vilebrequin V8 en croix, ça se fait. On part d'un vélo à plat qu'on fait pivoter à chaud de 90 degrés à moitié. Faire pivoter ce vilebrequin de 90 alors qu'on a des décalages de 120, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, il n'y a pas que ça. Un V8 n'est pas du tout équilibré de la même manière qu'un vélo de V6. Donc les contrepoids sont pas les mêmes, etc. Donc oui, on doit pouvoir récupérer quelques trucs, mais pas grand-chose, quoi. Donc récupérer des choses d'avant, c'était pas possible. Ensuite, l'autre argument, c'est ah oui, mais il y a eu aussi un V8 biturbo. Oui, il y a eu un V8 biturbo, mais qui est sorti après le V6. Euh, Plusieurs années d'écart. Et en plus, même si ils ont à peu près la même gueule, c'est-à-dire que le bas carter est vraiment très similaire, c'est-à-dire juste avec une rallonge de plus, enfin une section de plus, en réalité, cette partie-là, elle est différente. Parce que vous allez avoir, donc les coussinets sont tous les mêmes, mais par contre, donc la pompe à huile est la même, mais la pompe à eau est différente. Les culasses sont totalement différentes. La hauteur du bloc est différente. Donc en fait, ce n'est quand même pas le même moteur. On ne peut pas dire non plus qu'ils ont économisé. C'est plutôt qu'ils sont inspirés du V6, moi je dirais, pour faire le V8. Et d'ailleurs, on voit qu'en fait,
le V8 et le V6 utilisent les mêmes bielles que les V6 2 litres de Ghibli. Mais le 2 litres de Ghibli n'est pas le V6 de départ 2 litres des biturbo. Enfin, il y a eu des changements, j'expliquerai ça. Donc ça ne tient pas la route non plus. Moi, je pense que c'était juste un choix dès le départ d'une techno la plus simple possible et qui pouvait se permettre avec les finances qu'ils avaient à l'époque, c'est tout. Passons maintenant au système à deux demi-carter. Donc déjà, sur un moteur, on va dire traditionnel, vous auriez le même carter haut, qui serait peut-être un peu bâti différemment, mais vous auriez donc pour les paliers, vous auriez en fait des paliers en acier, en général en acier, qui seraient vissables donc séparément, donc qui ne seraient pas reliés entre eux. Éventuellement sur certains moteurs, ils seraient reliés entre eux dans une espèce de cage, mais qui serait quand même plus faible que ce qu'on a ici, parce qu'ici on a une réelle structure super costaud, avec toutes les arêtes, renforts, etc. Donc ces arêtes, elles ont deux buts principaux. Le premier, évidemment, c'est de rigidifier, en fait trois, rigidifier le bloc. Leur deuxième fonction, c'est de collecter l'huile qui s'échappe de ces poids du vilebrequin pendant qu'il tourne, pour pas qu'elle reste autour du vilebrequin, mais pour qu'elle tombe ensuite dans le carter d'huile. Et troisième fonction, c'est, vous voyez, c'est tout disposé, il y a des jours assez petits, c'est pour justement protéger le vilebrequin de l'huile qui se balade dans le carter d'huile en dessous, pour pas qu'elle puisse remonter et toucher le vilebrequin, parce que les liquides n'étant pas compressibles, un choc entre un vilebrequin à 6000 tours et le liquide, ça peut être assez violent. Vu côté carter d'huile, donc vous voyez, ça ce sont donc les goujons, et le vilebrequin, il est derrière là-bas. Donc une fois que vous avez assemblé les deux demi-carters, vous ne pouvez plus accéder au vilebrequin. Vous voyez en plus les arêtes de renfort. Il y a deux goujons qui sortent par l'extérieur. Donc en fait, il y a l'huile qui a tendance à pisser par ces goujons. Donc il faut recoller les écrous. Ensuite, vous avez donc la crépine qui se met comme ça, qui est en fait un peu décentrée vers l'avant. Et vous allez avoir le cloisonnement qui se pose comme ça, qui est pas mal, hein. Il est mieux que celui des biturbos d'avant. Ils ont ajouté ça et puis le plat, hein. Mais moi, je fais un truc encore plus compliqué. Mais il est déjà pas mal, hein. Voilà, et d'ailleurs, il est toujours en vente, hein. Je l'ai acheté récemment et ça vaut pas grand-chose, hein. J'aimerais faire remarquer que c'est très rare d'avoir autant de caractéristiques des moteurs de haute performance dans un seul moteur d'origine et d'une voiture de ville. Donc on a des demi-carters extrêmement rigides, avec tout ce système de protection et donc des scrappers qui enlèvent les gouttelettes d'huile du vilebrequin. On a un carter d'huile très plat et très grand, donc ce qui permet de l'avoir qui ne descende pas trop bas. On a un vilebrequin qui est extrêmement costaud, il est forgé et nitruré, des goujons de 12 plus des goujons de 8. Souvent, quand c'est des paliers vissables, il n'y a que deux goujons. Et en fait, pour passer à la grosse puissance, on remplace par des paliers plus larges pour pouvoir mettre une vis supplémentaire, donc 4 vis, ici vous les avez. Vous avez cette partie du bloc qui est très rigide aussi, avec des renforts partout. Et j'en parlerai plus loin, donc le système de lubrification par l'intérieur du vilebrequin, le système de ventilation et de lubrification des culasses qui est aussi très intelligent. Je pense que j'en oublie. Le carter d'huile, donc toute cette partie. Alors ça a une forme qui n'est pas très habituelle aujourd'hui.
Mais c'est quelque chose qu'on pouvait voir par le passé, par exemple sur le V8, premier V8 de Porsche de la 928, je crois. C'était exactement, vraiment les blocs se ressemblaient beaucoup de l'extérieur, à l'intérieur c'était très différent. Il y avait un peu le même genre de carter d'huile sur les Alpha, les 600 lignes d'Alpha des années 60-70. Et c'est aussi une forme de carter qu'on va pouvoir, on verra sur des moteurs préparés aujourd'hui, avec avec des moteurs qui ont un carter humide comme celui-ci. Si vous voulez préparer un 4 cylindres, un 6 cylindres, je sais pas, un 2JZ, vous pouvez acheter un carter d'huile comme ça qui est en fait très plat, très large. Et la première raison, c'est pour pouvoir le faire moins haut et donc pour pouvoir descendre le moteur plus bas et donc faire baisser le centre de gravité de la voiture. Donc deuxième raison pour laquelle on fait un truc comme ça, c'est pour diminuer le risque de remonter de l'huile vers le vélo. Donc imaginons que vous freinez très fort, ça fait -1 G, et donc l'huile qui était à l'horizontale dans le carter, elle va se mettre à 45 degrés. Donc elle va monter, grimper le mur, et elle risque d'arriver au niveau du vélo et de toucher le vélo. À 6000 tours, ça fera pas de bien au vélo. Les liquides ne sont pas compressibles. Donc on va prévoir cette réserve, ce qui fait qu'elle va absorber une partie de l'huile, et donc l'huile va monter moins haut. Et la même chose vous aurez lors des virages, hein, parce que les accélérations latérales peuvent être très importantes. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous avez 6 litres d'huile dans un carter, dans un moteur, au repos, en fonctionnement, vous n'en aurez par exemple que 3, puisqu'il y aura toujours une grosse partie de l'huile qui va se balader dans les culasses, en train de descendre, etc., etc. Elle ne sera pas en bi ici. Ça, c'est le retour de l'huile du turbo. Ce niveau en fonctionnement, il sera toujours en dessous de ce niveau, parce que c'est une descente par gravité. Donc s'il y avait l'huile qui bouchait ce trou, ben, en fait ça ne descendrait plus du turbo, et en fait ça ne peut pas fonctionner au niveau des paliers. Et derrière, en fait, ils n'ont pas fait ça. Bon, première raison, c'est que les accélérations sont jamais aussi foudroyantes que les décélérations, mais aussi parce qu'à l'intérieur, en fait, bon, vous avez quand même une réserve qui est là, qui est formée par ce volume. Donc ça veut dire que si l'huile grimpe, elle va quand même devoir prendre ce volume, donc elle va monter moins. Mais il y a aussi une cloison à l'intérieur qui va empêcher un peu l'huile de grimper, même si lors des fortes accélérations, elle ne va pas pouvoir vraiment empêcher. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce volume aussi qui va faire que ça grimpera moins haut. Comme sur la plupart des moteurs, on va dire normaux de ville, tous les périphériques essentiels se trouvent sur une face, donc la face en général avant du moteur, c'est-à-dire que on a ici la pompe à l'huile, la pompe à eau, le boîtier du thermostat avec les départs vers le radiat, et la distribution se fait aussi de ce côté. La pompe à huile, ce bidule là, j'en ai une autre là, c'est exactement la même. Voilà. Les pompes à huile n'ont jamais changé, sont toujours restées les mêmes, à part à cet endroit où ils ajoutaient, il y a eu au moins deux versions de ces endroits thermostat pour le départ à le radiat, et le branchement du capteur de pression qui par exemple est absent sur celui-là. En fait c'était branché ici derrière. Ça c'est une pompe de 430 et ça c'est une pompe de QP4. Ce qui est rigolo, c'était la même pompe sur les V8, alors que le bloc n'était pas pareil. Par exemple, la pompe à eau n'était pas pareille. Alors, la pompe en soi, c'est juste ça, cet endroit-là. Alors à cet endroit, comme je vous avais dit, donc la pompe elle est entraînée par le vilebrequin. Donc en fait, il y a deux pignons comme ça qui se mettent voilà.
Je ne veux pas les sortir parce qu'ils sont pleins d'huile, je vais les garder dans l'huile. Donc ça, c'est le pignon qui se met vraiment sur le vilebrequin là. Et il entraîne cette couronne qui a ses dents là, qui passent dans cette gorge. Et en fait, la pompe, c'est juste ça. Donc cette couronne, elle va tourner dans ce sens-là. Et ça, c'est l'aspiration, ça va sur la crépine, ça passe par là. Ensuite, donc ça va se faire aspirer par les dents qui passent par là. Ça, c'est la sortie. Ensuite, on passe par le régulateur de pression. Donc ici, en fait, il y a une vis, c'est parce qu'on visse un ressort. Et il y a un piston qui fait en fait la porte entre l'entrée et la sortie. Donc tout ce qui est passé par là et qui n'est pas retourné dans l'autre sens, repart là. Là, on a le filtre à huile, éventuellement le radiateur. Et après, ça sort de là et ça sort par là. Et ça, c'est le départ sur la galerie principale ici. D'après Quentin, il y aurait eu deux versions de ces pompes avec deux épaisseurs des pignons. Et donc probablement deux logements, enfin deux profondeurs de logement pour avoir deux débits différents. Bon, moi je sais pas, j'en ai pas mal, elles sont toutes de la même épaisseur. Et puis j'ai une pompe de 3200 par exemple, et ben c'est la même que celle-ci qui est celle de la 400 ans, donc je ne sais pas. Alors c'est un système que vous voyez qui est extrêmement simple, donc il n'y a rien qui peut casser. Pourquoi tout le monde ne l'utilise pas? Bah, il y a quand même des désavantages. Le premier, c'est que la pompe se trouve assez loin de la crépine. Donc ça veut dire qu'il faut avoir le conduit d'aspiration qui est absolument étanche, parce que vous avez vu le diamètre qu'il a. Le deuxième problème, qui n'est pas petit non plus, c'est que en fait, c'est que quand l'excès de l'huile est renvoyé donc passe par ce piston, il est renvoyé à l'entrée de la pompe. Et ça veut dire que tout l'excès va tourner en fait dans une boucle dans la pompe. On pourrait dire, bah super, comme ça on n'a même pas à aspirer du carter, mais en fait non, parce qu'en fait à chaque fois qu'elle passe par là, elle chauffe. Et plus l'huile chauffe, et plus elle bulle, parce que tout liquide contient des bulles d'air. Ces bulles d'air en chauffant vont se dilater, et en fait on obtient une pression dans un liquide qui n'est pas très stable, parce qu'elle est constituée aussi de bulles d'air, et par exemple si vous faites passer l'huile par un radiateur, elle va refroidir, et la pression va baisser. Alors on pourrait dire, ben, on n'a qu'à renvoyer l'excès dans le carter. Oui, mais dans ce cas, on inclut dans la boucle la crépine et qui peut déjauger. Donc c'est un système que certains constructeurs n'aiment pas. Audi ne fait pas comme ça. Le V6 Alpha Buso n'avait pas un système comme ça. Dans pas mal de systèmes, en fait, on place la pompe directement dans la crépine ou tout près de la crépine. Donc, ça veut dire que beaucoup plus bas dans le carter. Et ça veut dire qu'il faut transmettre le mouvement mécanique vers cette pompe. Donc les Américains, par exemple, ils vont transférer à partir de l'arbre à cam, qui est entonné par le bilot, sur le V8 classique. D'autres vont transférer différemment, enfin sur l'alpha. Et le problème, c'est que c'est un système à cascade, pignon, axe, et en fait, ça casse souvent. Donc c'est moins fiable mécaniquement que cette pompe qui est vraiment, on ne peut pas faire plus simple, quoi. Alors maintenant, on va voir où va l'huile qui vient de sortir de la pompe. Alors là, j'ai le bloc. Donc en fait, la sortie, l'entrée de la galerie principale, c'est ça. Ça, c'est la sortie de la pompe. Donc vous voyez que la galerie principale, elle traverse tout le moteur, elle va derrière. En fait, c'est un perçage qui est traversant complètement. Il débouche ici, donc là on met un bouchon. Ici il y a un perçage c'est une jonction en T pour envoyer l'huile sur les deux turbos. Et en fait cette galerie, elle passe sous les paliers du vilebrequin. En fait, là-dedans, il y a à chaque fois un trou. Voilà. C'est percé vers la galerie principale. Le placement de cette galerie, de cette sorte-là, sous le vilebrequin, fait que on ne peut pas avoir de gicleur d'huile dans ce moteur.
Parce que pour avoir un gicleur d'huile, il faut que la garisse passe sur le côté, comme ça. Et dans ce cas, on visse un truc. Mais là, bah, le vilebrequin, il va empêcher l'huile de monter. Donc on ne peut pas faire un gicleur parce que ça pisse sur les pistons, les gicleurs, les fameux gicleurs des moteurs super puissants. Bah, il n'y en a pas et ça marche quand même. Il y a un truc particulier dans ce bloc, c'est ce qui se passe au niveau de ce palier-là. Parce que ici, vous avez vu, il y a juste un trou. Là aussi. Mais là, non. Là, il y a deux énormes trous. En fait, c'est parce que c'est pour amener... C'est un système avec un cache dans la pompe aussi. Pour amener de l'huile vers le vilebrequin. Parce que le vilebrequin est percé. Et en fait, il y a une galerie d'huile qui traverse tout le vilebrequin sur toute sa longueur. Alors, ce genre de vilebrequin creux, ça se faisait sur des moteurs à gros budget, sur des moteurs de compétition. Et ça se faisait... bon, moi, je vois deux raisons. La première, c'est que ça permet de refroidir le vilebrequin avec de l'huile. La seconde raison, c'est que c'est plus fiable, puisque vous avez deux canaux parallèles qui lubrifient le moteur. Ensuite, il y a aussi l'aspect, c'est que bon, le maneton, comme ça tourne, ça forme une espèce de pompe aussi, puisque la force centrifuge va pousser l'huile. Mais on pourrait dire, oui, mais bon, de toute façon, c'est toujours lubrifié comme ça. Les manetons sont toujours lubrifiés à partir des paliers. Donc forcément, l'huile est amenée ici. Bon, peut-être que le perçage ici est tellement gros, parce que vous voyez, les conduits sont vraiment énormes, hein, j'arrive à mettre mon petit doigt. Donc peut-être que ça aussi, ça permettait d'augmenter effectivement la pression d'huile avec le régime qui monte. Et dernière question, c'est comment sont lubrifiées les culasses. Alors la culasse droite, celle-ci, elle est lubrifiée à partir du palier numéro 1 par un perçage qui passe là et là, et le trou est là. Mais la culasse gauche est lubrifiée par le palier numéro 4, parce que le trou est là. La raison est simple, c'est que au départ, ces moteurs étaient avec des culasses 18 soupapes, et les deux culasses 18 soupapes sont identiques. En fait, vous prenez la culasse, vous la retournez et vous la mettez là. Et c'était juste des flasques vissables sur les côtés qui permettaient de les configurer pour droite ou gauche. Malheureusement, ça crée un problème parce que sur le palier numéro 1, on est juste en sortie de la pompe à huile, donc la pression est maximale. Mais sur le palier numéro 4, on a déjà traversé tout le moteur avec tous les paliers, maintenant et tout ça. Plus il y a la sortie en dessous, la sortie vers les turbos pour l'huile. Et en fait, la pression ici est toujours beaucoup plus basse que pour la culasse droite, et c'est un fait, hein. Ce qui fait que les culasses gauches sont toujours beaucoup plus sensibles à tout ce qui est impureté, etc., pression d'huile, que les culasses droites. En plus, il n'y a qu'une seule entrée, hein, pour la culasse. Il y a des moteurs sur lesquels on va trouver deux ou trois entrées lubrification des culasses, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein, pour moi, parce que c'est difficile de contrôler. On peut pas, enfin, c'est plus difficile de mettre des restricteurs, entrée, tout ça, des culasses. Mais surtout sur les culasses 18 soupapes qui avaient en plus un problème de design, une erreur de design du conduit de lubrification, les culasses gauches ont eu beaucoup de problèmes d'usure prématurée des arbacams et des poussoirs, parce que tout simplement, bon, il y avait un problème aussi de filtre. Enfin bon, c'était des erreurs de jeunesse de ces moteurs, mais dans tous les cas, la culasse gauche est toujours plus sensible à la pression d'huile que la culasse droite, et donc c'est la culasse gauche qu'il faut commencer, qu'il faut vérifier en premier. Et puisqu'on est dans le sujet, même si on ne discute pas des culasses, donc si un jour, donc ça c'est une culasse 24 soupapes, si un jour vous avez des doutes sur la lubrification, enfin dans votre moteur, ce qu'il faut faire, c'est avant de déculasser, de démonter tout, vous enlevez les arbacams. Les arbacams sont lubrifiés donc par ces deux trous, hein.
Vous enlevez les arbres à cam, vous laissez tout en place, vous faites tourner le moteur au démarreur sans les bougies et vous regardez comment ça gicle de ces trous. Vous verrez forcément que sur le palier numéro 1, donc la culasse droite, ça va gicler beaucoup plus que sur la culasse gauche. Mais ce qu'il faudrait surtout constater, c'est que sur la culasse gauche, il y a quelque chose qui sort et qui ne sort pas juste goutte à goutte, hein, que ça soit quand même, que ça bave plus ou moins bien. Sur les moteurs 18 soupapes, c'est un peu plus compliqué à faire, parce que ça c'est une donc, culasse 18 soupapes. Il faut enlever le porte-arbre à cam. Et là, vous avez le trou de lubrification. Et côté gauche, il faut que ça bave. Côté droit, il faut que ça fasse une fontaine quand vous faites tourner le moteur au démarreur sans bougie. Mais sur les 18 soupapes, il y a aussi un problème encore un problème design dans les culasses. C'est l'alignement du trou de lubrification dans la culasse par rapport au trou dans le bloc. En fait, il arrive que le joint de culasse, en fait, vous voyez la trace du trou dans le perçage dans le joint de culasse, il arrive que ce perçage soit mal aligné et qu'il bouge partiellement ce trou, donc avec la crasse qui s'accumule. Bref, ça peut être complètement bouché. Donc, avec les 18 soupapes, il y a plus de problèmes de lubrification, surtout côté gauche, parce qu'il n'y a pas assez de pression, et donc ça n'arrive pas à pousser, enfin l'huile n'arrive plus à pousser la crasse qui est dedans. Plus il y a un problème de lubrification là dans la galerie. Mais il faudrait que j'en parle dans une vidéo spéciale, je pense, je sais pas. À vrai dire, je ne pensais pas qu'il me faudrait autant de temps pour décrire tout ce que je voulais dire. Donc, il va falloir que je fasse plusieurs vidéos. Je vais essayer de terminer sur le sujet de lubrification. Donc, comme je vous avais dit, il y avait un truc particulier avec les paliers du vilebrequin. Maserati a fait le choix d'avoir des paliers de gros diamètre et étroits. Donc là, on est en 69, alors que les diamètres habituels, c'est plutôt 60-65. Et on est en 17 de large, alors que souvent, c'est plutôt 20, 22, quelque chose comme ça. Et le vilebrequin est court. Le vilebrequin court, ça veut dire que pour le même jeu au palier, sous l'effort, le vilebrequin va prendre plus d'angle dans ses mouvements. Et le problème, c'est que les paliers étroits, ils résistent moins bien aux grosses pressions que des paliers plus larges. C'est-à-dire que comme c'est étroit, en fait, la fuite du film sera plus rapide et en fait, il n'arrivera pas forcément à se reconstituer. Donc, ça veut dire que cette architecture, elle est déjà de base très sensible au jeu, au vilebrequin, au palier du vilebrequin et donc à la viscosité de l'huile. Ce qui veut dire que si vous mettez de l'huile trop liquide, pas assez visqueuse, vous risquez déjà d'avoir des ruptures d'huile, du film d'huile. Mais en plus, le problème de ces moteurs, c'est que les jeux de ces moteurs sont excessifs, même quand ils sont neufs. Parce que si vous prenez un vilebrequin avec des diamètres normaux, enfin nominaux, et vous prenez des coussinets neufs, vous vous retrouvez déjà avec des jeux maximum ou excessifs. Par exemple, on va vous dire il faut que ça fasse de 3 à 7 centièmes, et vous allez être à 7-8. C'est comme si votre moteur était déjà complètement usé. Et donc, vous n'y pourrez rien, sauf si vous ouvrir et faire des coussinets, remplacer des coussinets par faire des coussinets avec des jeux plus petits, mais je vous assure que ça coûte très très cher de faire des coussinets. Je l'ai fait pour les bielles sur ma 222. Et donc, l'autre façon, c'est de sélectionner des huiles qui sont vraiment visqueuses. Maserati était certainement au courant de tous ces problèmes, mais n'avait probablement pas les moyens de les corriger. Et ils l'ont fait seulement sur les toutes dernières Ghibli QP et les 3200. Parce que ce que je vous ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que donc ça, c'est un bloc justement un bloc des dernières Ghibli GT. Et moi ici, j'ai la deuxième version des coussinets de bielle, de vilebrequin, parce que la première version, elle était encore plus fine. Donc ces coussinets font 17, ceux-là faisaient 14,5.
Et ça, ce sont les coussinets qui ont été montés à partir des premières Carbus jusqu'aux pratiquement dernières Ghibli QP. Et je ne sais pas s'il y a eu des 3200 montés avec ceux-là, ou est-ce que les 3200 étaient déjà toutes avec ces coussinets-là, mais en tout cas les V8 d'équipe P4 étaient encore montés avec ceux-là. Enfin, il me semble. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu deux générations de coussinets E3 de Vibrequin. Donc il y a eu la première version qui était trimétal, et ensuite ils sont passés au bimétal, quelque part après le rachat par Ferrari probablement. Donc on n'a pas la même référence, mais les specs des coussinets sont les mêmes avec les mêmes jeux. Ce qui veut dire que vous avez donc en plus une génération qui... Donc bimétal c'est moins bien, ça résiste moins bien, et vous avez une génération donc, de voitures qui ont des coussinets de moins bonne qualité. Et ensuite, Ferrari Maserati, ils ont redesigné les coussinets, ils les ont fait plus larges, mais en plus ils ont mis les trous de lubrification à un endroit différent. Pourquoi ils l'ont fait? Donc parce que ici donc on a j'ai 8 coussinets de ma 430 qui avait 200 000 km. Le moteur était d'origine, hein, j'en suis sûr. Et on voit que, donc ça, ce sont les coussinets du carter bas, qui s'usent en général beaucoup, alors que ça, les coussinets du carter haut ne s'usent quasiment pas. Moi, quand je refais le moteur, je réutilise ces coussinets parce qu'ils sont comme neufs. Et là, on voit que l'usure était vraiment au milieu des coussinets. Et en principe, on ne fait pas sortir l'huile à l'endroit où ça bosse le plus. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis les sorties par là, ce qui veut dire qu'ils ont en plus amélioré donc cet aspect-là. Alors si je récapitule, en fonction de l'année de votre voiture et du modèle, vous allez avoir plus ou moins de chances d'avoir des problèmes avec le vibrequin. Donc si vous avez une voiture jusqu'aux années, je pense 93-94, vous êtes quasiment sûr d'avoir ces coussinets qui étaient de bonne qualité mais qui étaient étroits et trop de jeu. Ensuite, ils sont passés, je pense, quand c'est vraiment passé chez Ferrari, ils sont passés au bimétal. Et là, vous aviez tous les coussinets qui étaient devenus bimétal, y compris les coussinets, les cales latérales qui posent d'autres problèmes. Bon, je vais pas rentrer, je vais pas en parler maintenant. Et ensuite, sur les Ghibli GT, au moins sur les derniers modèles, ils sont passés donc à cette version améliorée, qui était réellement une amélioration. Donc moi, j'ai un moteur. Ce moteur, c'est un AM496. Je ne sais pas s'il y a eu les mêmes modifs sur les QP4, et je ne sais pas s'il y a eu sur les QP4 V8, il y a eu aussi cette version des coussinets. A priori, on dit que sur les Evo, le moteur était le même quasiment que sur les 3200. Alors peut-être que ça venait aussi avec ces coussinets. Sachez tout de même que si à l'époque j'étais président de Maserati, il n'y aurait eu aucun de ces problèmes. Maintenant que je vous ai fait peur avec tous ces détails techniques, il faut quand même dire que c'est pas si grave que ça, parce que l'historique montre que ces moteurs tiennent quand même pas mal. Bon, il n'y a pas beaucoup de biturbo qui ont fait, enfin, y compris Ghibli, qui ont fait 200 000 km. Mais bon, il y en a beaucoup qui font 100-150 000 km et a priori ne sont pas dans un état désastreux. Il faut juste faire attention aux huiles que vous utilisez, c'est très important. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se fier aux index, donc dans le nom de l'huile, genre 10, 60, 15, 50 et tout ça, parce que c'est relativement pas fiable comme information. Il faut se fier à la spec des huiles que les fabricants des huiles donnent toujours. Donc c'est une feuille qu'on peut trouver sur internet avec les indices de viscosité et la densité de l'huile. Et si vous regardez ces paramètres, vous allez vous apercevoir que les 15-50 sont largement en dessous des 10-60 et des 20-60. Et les 20-60 en général sont à peine mieux que les 10-60.
elles sont surtout plus visqueuses à froid et pas à chaud. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la viscosité à chaud surtout, parce que à froid, bah, c'est très visqueux quand même, 10 ou 15 ou 20. Euh, il faut faire attention donc à ces paramètres. Moi je ne sais pas, mais moi je me méfierais des huiles vraiment pas chères, parce qu'il existe quelques marques qui vendent des 1060 dont l'aspect est superbe, mais ça coûte 2 3 fois moins cher que les huiles normales. Et franchement, peut-être qu'elles ont effectivement de bonnes caractéristiques, mais est-ce qu'elles tiennent aussi longtemps sur autant de kilomètres que les huiles, on va dire, moyennes, normales ou haut de gamme, comme la Motul 300V par exemple? Ça, je ne sais pas. Et je ne prendrai pas de risque. Moi-même, j'utilise la Shell Helix 1060. Je ne fais pas de pub, je dis juste que c'est une huile qui n'est pas très chère et qui a l'air d'être bien. Par exemple, ma 430, elle avait toujours tourné à la 1060 et j'ai fait 70 bornes avec, 70 000 bornes. Voilà, on n'est pas obligé de se ruiner. On peut utiliser la Selenia qui est très chère, mais en réalité, si on compare ses caractéristiques avec d'autres huiles, on se rend compte qu'elle est pas, elle est même pas très visqueuse, quoi. Je vais m'arrêter là. Il reste encore beaucoup de sujets à couvrir, comme l'équipage mobile, les évolutions des moteurs, le refroidissement, la distribution, les culasses. Ça va nécessiter plusieurs vidéos, donc j'aimerais savoir si tout ce que je viens de raconter vous a intéressé. Alors j'attends vos commentaires sous la vidéo. Slava Ukraini et à la prochaine. Salut!